Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence qui propose de porter un regard sur l'outil informatique Colibri SNOP. Regard à travers deux témoignages en fait, ceux de Lucas Gorichon. Lucas, vous êtes donc directeur supply chain d'EasyPeasy. Bonjour. C'est bien ça, bonjour Lucas. Maël Massu-Foucard, donc vous êtes le directeur supply chain d'Isla Délices. C'est ça. C'est bien ça, bonjour Maël. Et deux intervenants que certains d'entre vous connaissent déjà, Mehdi Carab, donc directeur innovation au sein de la société Colibri. Tout à fait. Et Nicolas Comard, qui est le CEO de Colibri. Merci, bonjour. Bonjour à tous les quatre. Peut-être pour commencer, une petite présentation rapide de Colibri. Oui, alors je peux faire cette petite présentation rapide. Donc Colibri, c'est une solution qui est née dans le contexte d'une société qui s'appelle Viséo, qui est une grosse SN française, oui. 2500 personnes, où j'étais responsable du département supply chain, et on s'est rendu compte qu'il y avait une demande de solutions sur le marché de type SNOP, APS, prévision, peu importe comment on les appelle, oui. pour avoir une solution vraiment packagée, rapide à mettre en place et évolutive. On a créé Colibri dans cet axe-là, au moment où le cloud est arrivé en France. Donc c'est une solution native du cloud qui va répondre dans le sens large à toutes les problématiques de gestion de la demande et de gestion de la supply pour nos clients. D'accord. Ça existe depuis combien de temps, Colibri ? Donc le logiciel existe depuis 2014 et la société est une spin-off de Viséo qu'on a créée en 2018. D'accord. Aujourd'hui, c'est combien de personnes qui travaillent C'est une quarantaine de personnes chez Colibri. On a une centaine de clients actifs avec à peu près 20 nouveaux clients tous les ans et on va passer les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. D'accord, donc une croissance forte depuis la création. Voilà, à peu près 25-30% ces dernières années. Merci. On va passer la parole maintenant à Maël. Maël Isla Délices, donc certains connaissent, pas tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire d'Isla Délices ? Alors Isla Délices, c'est une boîte qui a 35 ans, une société qui a 35 ans, qui a été créée au début des années 90. Elle est pionnière et leader du halal aujourd'hui en France. Oui. Elle est reconnue pour sa largeur de gamme. Elle est présente dans le frais avec la charcuterie et le traiteur et dans le surgelé avec les viandes surgelées. Et puis très récemment, on a fait un lancement. On est présent aussi maintenant en ambiant avec une gamme de pain qu'on a lancée en octobre. D'accord. Combien de personnes, pareil, pour donner ? On est à peu près 250 avec les populations des usines. D'accord. Donc, site de production et distribution. Exactement. Le circuit de distribution, c'est des distributeurs spécialisés. Alors, on a deux types de réseaux de distribution, deux principaux. On en a rajouté un troisième aussi cette année. Mais on a l'AGMS, donc en distribution. On est présent chez tous les acteurs. Carrefour, Auchan, Leclerc, le Hard Discount. Et le réseau spécialisé qui est en fait les boucheries halal et supermarchés ethniques. D'accord, très bien, merci. Lucas, même chose, EasyPeasy. Eh bien, EasyPeasy, c'est une entreprise qui a été créée il y a maintenant 14 ans par 3 fondateurs, Charles Brun, Quentin Couturier et Xavier Aguera. Qui avait au début un concept qui était basé sur l'accessibilité, sur la lunette de lecture. Oui. De créer une lunette qui soit fun, colorée, sympa pour tous les moments de la vie et pour toute la famille, puisque l'entreprise s'est diversifiée ensuite dans d'autres typologies de lunettes, des gammes solaires, des gammes pour enfants et depuis peu des gammes également axées sur la pratique sportive. Donc voilà, on arrive à adresser à peu près tous les moments de la vie. Et l'entreprise s'est développée depuis 2010 à travers 3 réseaux de distribution principaux. Un canal wholesale, donc à travers lequel on vient adresser la plupart de nos revendeurs à travers le monde, dans un peu plus de 130 pays au total pour la distribution. Un deuxième canal qui est le canal e-commerce, qui nous permet d'adresser à peu près la même palette de pays également un petit peu partout. Et enfin, un réseau retail en propre à travers des boutiques qui sont en France, en Belgique et au Royaume-Uni. Et avec des potentielles ouvertures bientôt. Donc c'est des lunettes sans ordonnance, c'est ce qu'on appelle des loupes aussi. À l'origine d'ailleurs, c'était pour voir des petites
écritures sur certains documents, c'est ça? C'est ça exactement, c'était le projet initial de nos 3 fondateurs, c'était d'aller pouvoir regarder les petites lignes dans les documents, dans les banques et les assurances, de pas tromper les clients des banques et les assurances. Et grâce à ce démarrage, l'entreprise s'est vite diversifiée ensuite pour donner cette lunette accessible à tous et distribuer un petit peu partout. Donc maintenant, on n'a plus de... On n'a plus d'excuses quand on n'arrive pas à lire les petites lignes qui sont sur les contrats d'assurance. Alors, donc tous les deux, vous êtes des PME, on peut dire ça, c'est pas CDI, ouais, Tout à fait, oui. ETI, d'accord. Quelle était, avant d'opter pour le logiciel Colibri, quelle était la problématique que vous aviez? Comment vous gériez les prévisions? Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà bien établi chez vous? Alors, avant de se tourner vers Colibri, il y a eu tout un cheminement qui nous a amené à choisir cet outil. Mais c'est vrai que comme je pense beaucoup d'entreprises ont travaillé dans Excel majoritairement, et on arrivait un peu au bout de ce mode de fonctionnement, puisque pour le cas d'Isla Delis, on a beaucoup complexifié l'activité sur ces 5 dernières années, en ouvrant des nouveaux réseaux, en élargissant le nombre de SKU, en faisant beaucoup de switch, donc de changement de référence ou de par combien. Donc tous ces changements nous ont amenés à évoluer et à vouloir et à devoir travailler différemment. Oui. Et Colibri a été une solution du coup assez évidente pour nous, du moins un outil de prévision statistique. Excel, dans un premier temps. vous l'utilisiez pour les preuves, c'est ça? Exactement. Oui. On faisait beaucoup de prévisions sur Excel, et des plans d'approvisionnement, enfin du coup dans la suite des plans d'approvisionnement sur Excel. D'accord. Qu'est-ce qui a été un petit peu l'élément déclencheur? Est-ce que c'était justement parce que vous aviez trop de... Enfin, la volumétrie devenait trop importante? Exactement. C'est vraiment, c'est un tout. Hein. C'est la complexification globale de notre activité qui nous a amené à cela. Peut-être ce qui est venu, on va dire, finaliser cette décision, c'est que on est passé d'une usine avec, je parle pour la partie du frais, d'une usine avec un entrepôt à 2 usines avec 2 entrepôts. Et donc là, il fallait commencer à faire de la prévision au site pour pouvoir, parce qu'on avait un site nord, un site sud de la France. Et donc là, il faut aller commencer à rentrer dans de la finesse. Et concrètement, Excel, là, on touchait la limite du système. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas dit, bon, un APS, oui, pourquoi pas, mais c'est peut-être trop gros pour nous, et vous avez commencé à regarder un petit peu ce qui... Encore une fois, je pense que c'est un cheminement. Ouais. Là, on a posé avec Colibri, on a posé une première brique, donc qui est de se poser la question sur comment on doit faire de la prévision. C'est un outil Colibri, mais forcément, ça vient challenger aussi une méthode. Et donc là, le but, c'est de se concentrer au moins sur bah là, ça fait 1 an, on va dire, qu'on travaille sur le projet Colibri. On a encore 1 an, je pense, dans une phase de ramp-up, de progression, et je pense que 2026, on commencera à se poser la question d'un APS pour travailler plus la partie approvisionnement et surtout simulation. Voilà. D'accord. On reviendra tout à l'heure sur l'outil, sur cette couverture fonctionnelle, ce que vous en faites aujourd'hui, puisque vous avez l'intention d'en faire plus tard. Comment cette décision, est-ce que c'est une décision qui vous appartient? Est-ce que c'est le métier? Est-ce que c'est la supply qui a pris la décision? Ou est-ce que c'est plutôt la DSI, la direction générale? Comment ça s'est passé? Alors la décision, elle est quand même beaucoup poussée par la supply chain, puisque la prévision, c'est quand même notre quotidien en supply chain. Mais après, c'est une décision d'entreprise. Comme je vous dis, ça s'inscrit dans une démarche qui est plus globale, et la finalité, c'est le SNOP. Donc, la supply chain ne peut pas être seule à construire un SNOP. C'est une vraie volonté de l'entreprise d'aller vers une prévision collaborative, des plans d'approvisionnement avec des outils de simulation qui nous permettent de simuler des prises de décision, des changements qu'on peut apporter dans nos activités. Et donc, c'est forcément un projet d'entreprise. D'accord. Donc, il y avait un consensus autour du fait qu'il fallait prendre un outil. Exactement. Même si je pense, Lucas me rejoindra,
il faut quand même prouver derrière de l'efficacité de cet outil et de ces outils qu'on met en place. À la fois opérationnel et économique aussi. Enfin, il faut effectivement qu'il y ait un ROI derrière. Oui, alors Lucas, même constat, comment ça se passait avant ? Je pense qu'on partage les mêmes enjeux avec Maël. C'est vrai que, alors nous, à la différence, on a voulu commencer par mettre en place le process. On a commencé à avancer sur un process SNOP, malgré le fait qu'on n'était pas outillé pour pouvoir avancer sur ce process. Et on a commencé cette démarche d'entreprise, d'amorcer le process avec les équipes commerciales, avec la direction d'entreprise. On a commencé à monter les étapes et évidemment, l'outil principal qui nous permettait de mettre en place cette démarche, c'était Excel. Et on est vite arrivé aux limites d'Excel parce que autant sur la partie récupération d'informations, ça se passait à peu près bien, mais autant lorsqu'on devait rentrer dans un peu plus d'intelligence de l'outil, quand on devait mettre en place des politiques de stock de sécurité qui soient adaptées à la variabilité de nos produits, qui portent une certaine intelligence, ou quand on devait mettre en place des prévisions statistiques qui étaient un peu plus poussées que ce qu'on peut trouver basiquement dans l'outil Excel. L'outil crachait complètement. Donc il y avait ce premier enjeu qui était d'apporter un peu plus de technicité, d'apporter un peu plus de maîtrise sur ce qu'on avait dans l'outil. Et le second enjeu, c'était de pouvoir fiabiliser l'information, parce que c'est vrai que Excel, tout le monde peut passer par là, l'information peut être modifiée un petit peu à tout va. Et les partager aussi. Et partager, exactement. Donc l'enjeu d'avoir un outil qui soit fiable et qui nous permette de structurer l'information et collaboratif également avec les équipes commerciales est vite arrivé en termes de constat. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire un petit appel d'offres en interne sur le sujet, sur un APS. Et c'est à ce moment-là qu'on est venu comparer différentes solutions pour Easy Peasy, et à la fois sur les enjeux de la réponse par rapport à la technicité, les algorithmes de prévision, de forecast, le fait qu'on ne soit pas non plus dans une black box et qu'on soit en capacité de paramétrer nous-mêmes et d'ajuster nos algorithmes dans l'outil, et le fait qu'on ait à travailler au quotidien avec d'autres équipes aussi dans l'outil qui sont nos équipes commerciales. L'outil qui s'est amené rapidement en fait a été Colibri dans l'histoire. D'accord. Quand on entre dans une démarche comme ça de mise en place du SNOP, qui c'est qui prend le lead ? C'est vous qui avez pris le lead ou c'est plutôt une décision de direction générale ? Non, complètement. En général, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui vient de la supply chain. Pour répondre à un besoin de la supply chain, c'est vrai qu'on est souvent placé dans les entreprises en autonomie sur la partie prévision. Et la prévision, c'est pas uniquement une statistique mathématique faite dans son coin. En fait, il faut pouvoir appuyer cette statistique avec des informations terrain, des informations commerciales, et de pouvoir confronter l'intégralité de ces informations ensemble pour aboutir à une décision d'entreprise. Donc ça a été quelque chose qui a été porté par la supply chain, mais comme le disait Maël tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut l'appui d'une direction générale derrière pour pouvoir embarquer l'intégralité des équipes commerciales et de la finance sur le sujet. Alors la finance en est en général assez friande puisque ça permet justement de retrouver de la sincérité aussi sur la vision. Donc ça a été plus facile avec la finance qu'avec les autres équipes. Parce que les provisions commerciales ne sont pas toujours... Non, je ne jugerai pas. Pas toujours les mêmes que la prévision financière, par exemple. Mais en tous les cas, oui, la démarche est intéressante. Est-ce que ce n'est pas justement l'occasion, finalement, de travailler en collaboration avec des fonctions qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, quoi. Je pense à la production, commerce, marketing, la supply. C'est un moment un petit peu privilégié de mettre tout le monde autour de la table. Oui, c'est un moment privilégié et c'est un moment qui est très important aussi pour l'intégralité de l'entreprise parce qu'on parle d'enjeux de pilotage de trésorerie, d'enjeux d'achat, d'enjeux de pilotage d'EBITDA également. Donc c'est un enjeu qui est vraiment un enjeu de pilotage un peu plus global de l'entreprise. Et de pouvoir réunir les fonctions et commerciales sur un ressenti terrain, pouvoir les accompagner aussi, les faire rentrer dans l'outil, c'est aussi mieux les accompagner sur des lancements demain, mieux les accompagner sur des hausses ou des baisses sur leurs prévisions.
et le marketing qui a son appui également sur une vision un peu plus long terme et également sur les outils qui peuvent être déployés et mis en place à disposition du commerce pour pouvoir prendre les bonnes décisions, nous permet aussi d'alimenter toutes ces prévisions. Et l'intégralité de ces services réunis ensemble permet d'aboutir à une meilleure fiabilité que ce qu'on peut observer en autonomie dans notre coin côté supply chain, juste uniquement avec la prévision statistique. Malgré l'évolution qu'on peut avoir sur les prévisions statistiques, c'est toujours bon d'avoir cet appui terrain dans la décision. Alors j'imagine que vous avez plein de questions à poser. N'hésitez pas à les poser dès maintenant via le chat, et puis on essaiera d'y répondre à la fin des présentations. Alors on aura un éclairage tout à l'heure un petit peu plus précis et technique sur l'outil lui-même, mais on va continuer à dérouler un petit peu le témoignage de nos deux invités. Maëlle, comment vous avez opérer cette sélection? Bon, il y avait un outil, vous aviez besoin, enfin il y avait vraiment un besoin qui se faisait ressentir. Et donc comment vous avez fait pour choisir l'outil finalement qui correspondait le mieux à ce besoin? Comme je vous l'ai dit, on a effectué en fait ce chemin vers Colibri en plusieurs étapes. On était sur Excel. Puis on a décidé de mettre en place un module qui était natif dans notre ERP, qui est Copilot, pardon. Et on a touché assez vite les limites de la solution, et on a voulu passer encore une étape en plus. Ouais. Et donc on s'est tourné vers une appel d'offres. On avait plusieurs typologies de solutions, dont Colibri a fait partie. Et Colibri s'est vite démarqué quand même par rapport à ses concurrents, pour déjà des raisons relativement simples. C'est que ergonomiquement, c'est un outil qui est... on a plaisir à y aller déjà. Ouais, donc c'est peut-être bête à dire, mais c'est une première partie du chemin. L'ergonomie est très importante, je pense, pour pouvoir embarquer aussi les utilisateurs. Et ça, on ne peut pas l'enlever à Colibri, c'est une première force. Et puis après, il y a tout l'accompagnement des équipes qui s'est confirmé après dans le projet, où on a des équipes qui sont très professionnelles, à l'écoute, avec deux phases qui sont dissociées et qui sont vraiment pertinentes, je trouve, avec une phase projet, avec des chefs de projet qui sont beaucoup plus techniques dans un premier temps, donc qui vont vous accompagner sur tout ce qui est conception et paramétrage de l'outil. Et après, plus une phase de cette fameuse phase de ramp-up, de montée en puissance, qui est beaucoup plus orientée client, où vous allez faire remonter toutes vos petites problématiques du quotidien. Et tout ça, ça fait, à la fin, on est plutôt satisfait, et c'est un succès. Cette mise en place, c'est un succès. Préalablement, vous aviez défini dans le cahier des charges toutes les fonctions que vous vouliez voir apparaître dans l'outil? Exactement. Cette première phase, c'est faite avec Mehdi et Nicolas directement. On avait des exigences et des particularités, puisque on va dire une très grosse partie de notre activité se passe à peu près 70% en frais. Donc on a des contraintes de date de vie, de durée de vie de nos produits, qui est sans doute la plus importante. On a aussi des contraintes puisqu'on a beaucoup de lancements avec des reformulations, mais aussi des innovations. Donc c'était comment Colibri pouvait nous accompagner là-dedans. C'est toujours compliqué les lancements. Exactement. Parce que, exactement. Là, il n'y a pas d'historique. Il n'y a pas d'historique, exactement. Sur quoi vous vous basez. Et puis même les switches, c'est OK, est-ce qu'il faut que je reprenne telle référence, l'historique de telle référence. Enfin, sur le papier, ça peut paraître simple, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe, quoi. Et puis on avait une autre particularité, sans doute, c'est qu'on a une période phare chez nous où les ventes s'accélèrent, qui est le Ramadan. Oui. Et le calendrier, on souhaitait intégrer dans notre algorithme le calendrier religieux, puisque le Ramadan bouge chaque année de 10 jours. Et donc voilà, on a mis toutes ces petites contraintes sur la table, et on a fait un cahier des charges un peu plus complet derrière, et puis c'était parti. Très bien. on verra ensuite si le résultat est au rendez-vous.
Alors, j'allais vous demander, Lucas, quelle était votre feuille de route? C'était la même chose? Enfin, quels étaient les prérequis que vous demandiez à l'outil? Oui, complètement. On était très proches des enjeux de Mail. Alors, on a évidemment une structure d'entreprise qui est un peu différente. On avait un entrepôt, des réseaux de distribution extrêmement différents. Oui. Donc, il fallait pouvoir concilier ces différents réseaux de distribution et pouvoir renseigner une prévision de façon adaptée à chacun des réseaux de distribution dans l'outil. Pouvoir s'adapter aussi à nos lead time fournisseurs, pouvoir adapter tous nos paramètres en fait d'entreprise dans l'outil. Et il y avait cet aspect collaboratif qui nous intéressait beaucoup aussi dans l'outil, de pouvoir onboarder justement nos équipes commerciales sur le sujet et de pouvoir les faire participer à cette prévision directement dans l'outil. C'était un enjeu qui était important également pour nous. Et sont venus ensuite on parle là uniquement d'un des modules de l'outil qui est le module Vision, et est venue ensuite la suite de l'outil qui nous permettait de vraiment gérer toute la partie réapprovisionnement avec la gestion des stocks de sécurité, avec des groupes de planification adaptés à chacune de nos typologies de SKU, parce qu'il y a des enjeux aussi évidemment de définir en amont, nous, côté EasyPeasy, quels sont les stocks de sécurité adaptés à chacune de nos catégories ABC, évidemment. Et tout ça s'est fait extrêmement facilement dans l'outil et avec un accompagnement des équipes de Colibri qui était remarquable. Et ce qui nous a permis de dérouler le projet en fait assez rapidement. Hein. C'est ça aussi, c'était un des enjeux, c'était de pouvoir avoir un projet. Pas d'avoir un projet APS qui dure 2 ans, 3 ans, mais d'avoir quelque chose qui puisse être mis en place rapidement et sur lequel on puisse commencer à travailler, pas forcément sur l'intégralité de la solution, mais au moins palier par palier sur le premier module qui est le module Vision, puis dans une deuxième étape sur le module Flow. Mise en place des KPI aussi, j'imagine, très important. Exactement, enfin, c'est un des atouts forts de l'outil aussi, il y a un appui d'une très bonne solution de BI qui permet de se sourcer directement sur les informations d'outils et de rendre compte justement, quand on parlait tout à l'heure de ROI auprès d'une direction générale, quand on vient faire un choix d'outils, c'est bien de le prouver aussi après et de montrer justement que la mise en place de l'outil permet l'accès à un meilleur taux de disponibilité produit, à une meilleure maîtrise des stocks, et ces KPI sont directement justement visibles dans l'outil puisqu'on a la visibilité sur l'intégralité de nos stocks et sur l'intégralité de nos sites. Vous êtes une différence quand même fondamentale, c'est que vous sourcez à l'étranger. Vous avez quand même, donc là, il faut vous prévoir et surtout ne pas se tromper parce que j'imagine qu'une fois que les commandes sont passées, ça n'arrive pas tout de suite, quoi. Enfin, complètement, c'est vrai que cet enjeu du lead time fournisseur qui est important. Hein. Nous, on est sur un lead time entre fournisseur et transport qui est autour de 6 mois. Cet enjeu, il est important parce que forcément, il amène à une gestion de la variabilité et de l'agilité qui est différente. Et le fait de pouvoir réagir rapidement dans l'outil pendant une période Covid ou pendant des périodes qui sont assez spécifiques et qui demandent de la réactivité, ça a été un enjeu qui était important aussi. Et donc, ça nous a permis de bien nous adapter au quotidien et en mettant aussi justement ces bons calculs qui permettent d'intégrer ces lead time fournisseurs qui sont importants. Vous avez aussi des effets de mode ou de saisonnalité Oui, complètement. On l'a moins sur la partie lunettes de lecture qui reste nos best-sellers sur toute l'année, mais c'est vrai que sur toute la partie solaire, enfant, il y a une saisonnalité qui est importante, qu'il faut anticiper. Il faut pouvoir baisser les stocks au bon moment, mais aussi les réaugmenter au bon moment et approvisionner les bonnes quantités au bon moment, malgré nos lead time importants. Justement, l'adaptation de ces stocks de sécurité et l'adaptation des informations dans l'outil sont importants pour pouvoir avoir une meilleure maîtrise des stocks et mobiliser le cash en fait, de l'entreprise au bon moment de la consommation du stock. À ce niveau du débat, peut-être vous avez une remarque à faire ou J'ai une petite remarque, je vais rebondir sur ce que disait Lucas. Ce qui est important aussi pour Colibri, nous à la base avec Mehdi, on n'est pas des informaticiens ou des commerciaux, on est des ingénieurs en supply chain. Donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est que l'outil vienne au support d'un processus qui soit réellement opérationnel et effectif dans la société dans laquelle on le met en place. Et Lucas parlait de termes comme l'EBITDA, le cash flow, l'équilibrage des stocks. Enfin, on travaille de plus en plus avec les directions générales de nos clients, parce que ce qu'on se rend compte aussi, c'est que le métier de la supply chain, ça leur parle pas forcément. Donc vous avez réussi à convaincre vos dirigeants, mais des fois, c'est pas si simple que ça. Et il faut bien travailler, et on travaille beaucoup chez Colibri, à faire le lien entre
un stock, un taux de service, un taux de disponibilité et un impact sur de l'EBITDA, sur du cash flow, sur du BFR. Ouais. Alors, Maël, comment ça s'est passé la mise en place? Donc, vous avez fait le choix du logiciel Colibri SNOP. À partir du moment où vous l'avez mis en place, comment ça s'est déroulé chez vous, avec vos équipes? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure déjà de pouvoir en tirer un premier renseignement? Comme on l'a abordé au tout début, nous, on a mis en place Colibri avec la volonté en même temps de challenger la méthode, de revoir la méthode. Donc ça a été un projet qui va au-delà de l'outil, puisqu'en même temps, on a revu notre façon de fonctionner. Typiquement, on ne travaillait pas par exception jusqu'à présent. Colibri nous a permis d'accéder à ça. Les collaborateurs qui travaillent sur la prévision aujourd'hui, avec Colibri, travaillent différemment de la manière dont ils le faisaient avec Excel. C'est une certitude. L'objectif était de se concentrer sur les références qui nous posaient des soucis d'un point de vue prévision et de dire si l'outil fonctionne bien sur certaines références, il n'y a pas de raison de les regarder, il n'y a pas de raison de toucher à quoi que ce soit. On continue comme ça. Lucas parlait de l'outil de BI. Il est effectivement très important dans Colibri parce qu'il nous permet de gérer cette gestion par exception et de pouvoir nous concentrer sur les références qui en valent le coup. D'un point de vue technique, ça s'est bien passé. Vous aviez déjà donc un ERP, c'est ça? Oui, exactement. Donc vous avez connecté l'outil à l'ERP et... Tout à fait. Il y a eu sans doute, c'est sans doute la phase la plus importante, je trouve, dans le projet, la plus complexe, c'est toute la partie données. Construire les données que Colibri après intégrera dans son outil, et puis après comment Colibri va recracher entre guillemets la donnée dans notre ERP pour pouvoir faire nos plans d'approvisionnement. Donc toute cette phase-là, elle est vraiment primordiale et importante. On est très bien accompagné sur cette phase-là. J'ai aussi les équipes qui m'ont permis de bien structurer ces données-là, mais c'est une phase, c'est sans doute la phase la plus critique, je pense, du projet. Oui, il ne faut pas se tromper. Non. Et au niveau ensuite, l'outil a été mis en place. Est-ce qu'il y a une appropriation de l'outil par les personnels concernés? Je pense notamment aux gens de la production. Comment ça se passe avec... Alors, les gens de la production ne vont pas sur Colibri. Parce que pour l'instant, on fait uniquement la prévision. On est dans le module. Donc oui, il n'y a pas encore toute la partie planif. Exactement. C'est juste la prévision. Donc là, c'est la partie prévision. C'est l'enjeu pour l'instant, il est vraiment autour des prévisionnistes. On y intégrera bientôt, je pense, les commerciaux, ou même pour les phases budgétaires, Colibri aide beaucoup, puisqu'il y a toute une partie où les commerciaux peuvent agir dans l'outil et venir mettre des données assez simplement sur base historique, en rentrant des scénarios de plus 5, plus 10% sur telle référence, en fonction de la granularité à laquelle vous souhaitez travailler. Mais aujourd'hui, oui, je pense que c'est un outil qui rassemble et qui rassemblera encore plus demain, quoi. Alors, j'imagine qu'un outil comme ça, c'est un gain de temps aussi. C'est quelque chose qui vous permet de gagner du temps sur l'épreuve. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez noté une amélioration et si oui, de combien entre les prévisions d'avant et les prévisions de maintenant? Alors, le gain de temps, il est indéniable, même si, je vous dis, on est encore dans cette phase d'appropriation. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de comparaison. Les résultats, on n'a encore pas assez de recul, je trouve, pour pouvoir tirer des enseignements. Pour tirer des enseignements. Mais déjà, on le voit sur les plans qu'on est en train de faire, où on est beaucoup plus serein dans la gestion de nos couvertures de stock, notamment sur le surgelé, sur lequel on jouait pas du tout préalablement. On sait assez facilement qu'on pourra baisser nos couvertures de stock entre 12 et 15%. On le voit, on commence déjà à le voir. Après, peut-être sur les références qui tournent qui sont les plus courantes, quoi. Exactement.
Mais en fait, c'est l'intérêt d'un outil, c'est de pouvoir muscler entre guillemets un peu le jeu et de vous apporter plus de sérénité dans la gestion, parce que Excel, voilà, c'est très rudimentaire, quoi. Donc là, on a derrière, il y a un savoir-faire, il y a de la technicité, il y a un algorithme qui a été travaillé, qui est aujourd'hui en plus suivi par les équipes de Colibri pour voir les résultats. Donc non, on est beaucoup plus serein dans la gestion. Mais les résultats, on est convaincu de pouvoir gagner au moins 4 points de forecast accuracy et d'aller chercher une réduction de 15% de nos stocks sur la partie du surgelé. Ça joue sur le BFR, ça sensibilise quand même pas mal mon directeur financier sera très la content. finance. Voilà. Lucas, vous en êtes où? Est-ce que vous commencez déjà à engranger des bénéfices? Comment ça se traduit chez vous? Oui, complètement. On a fait une bascule sur l'outil il y a quelques années maintenant. Ça fait, si je ne dis pas de bêtises, ça va faire 4 ans et demi, 5 ans. Depuis, il y a eu des premiers résultats assez rapidement. Dès qu'on a mis en place déjà l'amélioration des algorithmes de forecast, on a déjà gagné plusieurs points, 6-7 points sur la partie forecast accuracy, encore plus que Maël. On avait ensuite surtout eu des bons résultats sur la partie gestion des stocks de sécurité, puisqu'on était à peu près dans les mêmes eaux sur la réduction du stock. On était entre 12 et 15%. Et ça s'est passé, forcément, comme on a des lead times qui sont assez élevés, il y a eu évidemment le temps d'inertie du bateau du lead time fournisseur, mais qui a fait qu'au bout d'un an, on avait déjà ces résultats qui étaient concrets dans l'outil. Ça a été rapide. Pas de difficulté majeure dans l'appropriation de l'outil. Là, vous avez mis en place la planification. Oui, complètement. C'est ça. Oui. On a mis vraiment les deux outils en place qui sont liés. On a commencé par Vision, puis on a fait une deuxième étape quelques mois après sur la planification. La mise en place en fait de l'outil, ça nécessite forcément une réflexion d'entreprise qui est plus sur la structure des données d'entreprise. Il faut avoir une structure de données qui soit propre d'un point de vue hiérarchie client, d'un point de vue hiérarchie produit. Il faut bien travailler ces données pour pouvoir faciliter ensuite le chemin de la mise en place de l'outil. Et on est extrêmement bien accompagné justement par les équipes de Colibri là-dessus, lors de la mise en place pour accompagner petit à petit ce mapping de données et que tout se passe bien. Et c'est vrai que c'est des projets qui sont, je trouve, rapides pour la mise en place d'APS. Ça se fait en quelques mois, alors que on peut voir des résultats qui sont beaucoup plus longs sur d'autres solutions. Alors justement, ça c'est une des caractéristiques de Colibri. C'est un outil qui est facile à mettre en place. Enfin, en tous les cas, c'est ce que les utilisateurs disent. Dans l'esprit, on peut imaginer que comme vous vous adressez majoritairement à des PME ou à des ETI, on pourrait penser que c'est un outil dégradé, enfin je veux dire low cost un petit peu, parce que justement vous vous adressez à cette population. Or, quand on regarde bien dans le détail, c'est un outil qui finalement dispose d'une couverture fonctionnelle assez conséquente. Tout à fait. Je ne sais pas si tu veux répondre ou... Oui. Il y a une phrase qui résume bien. Colibri, c'est simple, mais pas simpliste. Oui. C'est-à-dire que ça permet d'aller rapidement sur des fonctionnalités sans pour autant les délaisser. Oui. Avec Nicolas, il y a quelque chose sur lequel on met vraiment un point d'orgue, c'est de se dire, en fait, avec Colibri, vous achetez une sorte de trajectoire vers l'excellence. On veut mieux vaut que 80% maintenant, en commençant avec des fonctionnalités basiques, commencer à faire des prévisions, inclure les commerciaux, et sur la trajectoire, 1, 2, 3 ans après, rajouter des fonctionnalités qui sont natives dans l'outil, mais au bon moment de maturité de votre projet. Rajouter de l'IA, rajouter du volume, rajouter des utilisateurs dans l'outil. Oui. Donc c'est pas, on n'est pas obligé d'acheter l'usine à gaz tout de suite. On y va. En termes de couverture fonctionnelle, je pense, en toute honnêteté, que sur la partie sur nos modules, on arrive vraiment à répondre à 90%, 95% de tous les besoins. Et après, il y a toujours du spécifique qui est adressé avec de l'algorithmie, du reporting spécifique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de cas, Maël en est le parfait exemple, il y a du frais, du surgelé, du cas, il y a une volumétrie énorme. C'est deux secteurs d'activité vraiment très, très différents. Et des volumétries, on n'en a pas parlé. Des tailles d'entreprise qui sont comparables, mais c'est vraiment des secteurs d'activité très, très différents. Et pour autant, dans le même outil, qui est le standard, qui est le même socle applicatif. C'est un point sur lequel je voudrais revenir, c'est effectivement, quand on a commencé Colibri en 2014, on a été direct to the target avec les fonctionnalités basiques pour l'entreprise. Aujourd'hui, Colibri...
Non, c'était en 2014, donc 10 ans plus tard, c'est une solution qui est vraiment devenue une solution complète avec toutes les fonctionnalités nécessaires à un client. Mais on a gardé ce côté pré-paramétré sur les bonnes pratiques pour démarrer simple et rapidement et faire un projet en quelques mois. Donc c'était 3 mois pour vous, un peu plus pour vous, mais on reste quand même sur des projets assez rapides. Et puis après, on accompagne les utilisateurs en leur donnant plus de choses, mais surtout que on a été un des précurseurs du cloud en France, donc on a décidé d'avoir une seule version pour tous nos clients. Et aujourd'hui, on a 100 clients qui viennent enrichir les idées. On a la R&D qui, à chaque fois qu'elle livre quelque chose, elle le livre à tous nos clients. Et donc toute la puissance de Colibri, c'est son évolution passée et future, puisque tout est en train de s'accélérer avec la taille de notre parc client, en fait. Ça, c'était un vrai pari, le cloud. Hein. Oui, c'était un vrai pari. À l'époque, on nous a fermé beaucoup de portes en 2014 quand on allait chez les prospects. Ouais. Et aujourd'hui, Colibri, donc je l'ai dit, je le rappelais tout à l'heure, donc une croissance forte, avec des clients qui sont finalement, Lucas et Maël, sont très représentatifs finalement des clients que vous avez aujourd'hui dans votre portefeuille. Alors, c'est représentatif du cœur de marché. On est beaucoup sur les PME, les ETI. Maintenant, on a aussi des groupes qui nous sollicitent souvent pour des déploiements de filiales internationales. Donc on travaille avec Orange et puis on travaille avec d'autres grosses sociétés. Et on a aussi une offre spécifique pour les TPE qui font 10 ou 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui vont avoir besoin, qui font des fortes croissances et qui vont avoir besoin de s'outiller pour préparer la croissance justement. Donc c'est vraiment une solution aujourd'hui qui est adaptée à toute taille de société. Effectivement, le cœur de marché, c'est beaucoup les PME et les ETI. Aujourd'hui, vous en êtes où? Quels sont vos projets? Alors là, j'imagine que vous allez continuer. Donc, tout à l'heure, vous le disiez, vous allez mettre en place la planification derrière, c'est ça? C'est votre prochaine étape Là, pour l'instant, on se concentre vraiment sur la phase d'appropriation et de prendre en main toute la partie prévision. Et oui, effectivement, je pense que là, on a 2025 pour ça, et 2026, on se posera rapidement la question de rechallenger la partie approvisionnement avec un APS. C'est évident. Ouais. C'est le fil de l'histoire. D'accord. Concernant votre Lucas, votre projet, vous avez mis en place la planification. Quelle est l'étape suivante? Est-ce que vous avez d'autres projets, alors avec ou sans Colibri, je ne sais pas. Non, complètement. Depuis la mise en place, déjà, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu un changement de RP, qui est un projet qui est toujours assez important dans une entreprise. Donc, malgré le changement de RP, ça a continué. Il n'y a pas eu de difficulté à pouvoir changer de RP en gardant la même solution. Et on a préféré surtout garder la même solution parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de RP qui proposent des solutions d'APS, mais qui sont. C'est quoi le RP que vous avez mis? On est passé sur SAP by Design, qui est pas la version massive de SAP, mais un peu plus adaptée justement aux PME et ETI. Même en effectuant cette bascule, en fait, on n'a pas souhaité basculer sur les fonctionnalités de SAP by Design en termes d'APS parce qu'elles étaient beaucoup trop basiques pour nous, pas assez intelligentes, pas assez ergonomiques non plus. Et c'est pour ça qu'on a gardé la solution. On a eu cette premier élément et ensuite on a ouvert un entrepôt aux États-Unis l'année dernière. Donc pareil, il y a des enjeux qui sont venus évidemment avec l'ouverture de ce second entrepôt pour Easy Peasy, qui étaient des enjeux de rebalancing des stocks inter-entrepôts, de gérer un approvisionnement principal multi-site. Et Colibri est venu répondre en fait rapidement à ce besoin-là et on travaille toujours ensemble justement à cette optimisation aussi multi-site avec les équipes de Colibri. Merci. Au standard, à la régie, on me dit qu'il y a plein de questions, donc je demande à Jérôme de bien vouloir nous les poser. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Philippe et bonjour à tous. Effectivement, non pas en direct depuis Cognac G, mais depuis la régie. Quelques questions. Effectivement, une première. Par rapport à la distribution dans 130 pays d'Easy Peasy, avez-vous des prévisions locales et centrales? Et par ailleurs, quel KPI suivez-vous sur la fiabilité des prévisions? Ouais, très bonne question. On a en effet ce qui est bien dans Colibri, c'est ça nous permet de hiérarchiser l'information.
et particulièrement sur la partie justement sur la partie pays, on a un niveau agrégé qui est notre distribution, donc par entrepôt. On a une prévision effectuée au niveau global pour les États-Unis et une prévision effectuée au niveau global pour le reste du monde. Et ensuite, on a un niveau désagrégé qui nous permet justement de travailler la prévision avec les équipes commerciales, parce que souvent on a des secteurs commerciaux qui sont adaptés à certains pays, une épi commerciale qui s'occupe de la PAC, une autre du Moyen-Orient, une autre de l'Amérique du Sud, et donc on vient travailler la prévision dans Colibri selon cette maille qui est adaptée en fait à notre structure commerciale. Et c'est important en fait cet enjeu-là, parce qu'il faut vraiment s'adapter aussi, savoir s'adapter à la structure de l'entreprise et faciliter le travail de l'information dans l'outil avec le reste de l'entreprise. Donc ça a été notre premier enjeu. Et concernant la fiabilité, en effet, on vient regarder notre forecast accuracy et notre MAPI, qui sont les deux bons indicateurs pour regarder notre forecast, sur le passé, sur ces différents niveaux, à tout niveau hiérarchique. On peut vraiment, ce qui est agréable dans l'outil, c'est qu'on peut choisir le niveau hiérarchique sur lequel on vient regarder justement cette prévision. Ça peut être au niveau pays, pour une gamme, ça peut être un niveau très agrégé, comme un entrepôt, pour une couleur, une dioptrie. Et c'est ce qui est appréciable aussi dans l'outil, c'est de pouvoir jongler entre ces différents niveaux d'agrégation. Jérôme ? Une autre question, et là celle-là plus pour Isla Delis, donc pour Maël. Quel lien avec la planification de la production ? En fait, donc du coup, la partie prévision, ensuite, elle est déversée dans notre ERP. Et il y a un plan d'appro qui est fait derrière. Mais Colibri nous fournit la prévision, le déverse dans notre ERP. Et après, c'est notre ERP qui fait la partie plan d'approvisionnement et calcul du besoin net. D'accord. Merci. Ensuite, des questions plus pour Colibri, donc pour Nicolas et Mehdi. 100% des équipes ont-elles basculé d'Excel sur Colibri sans contrainte ? Les équipes, on parle des équipes de nos clients, je pense. Et je pense que c'est effectivement plus une question à la réflexion aussi adressée à vos clients et partenaires. Je dirais qu'on est à peu près sur 80% de nos clients qui sont des primo-accédants, c'est-à-dire des gens qui ont basculé d'Excel pour aller vers Colibri, et puis aussi 20% restants qui sont plutôt ce qu'on appelle des move to cloud, c'est-à-dire des gens qui étaient sur des solutions on-premise depuis un certain temps et qui voulaient basculer sur une solution un petit peu plus moderne et vraiment dans le cloud public. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur les migrations d'Excel vers une solution APS en général, mais Colibri aussi, on va avoir deux types de comportements. On va avoir des réticences au changement parfois. C'est-à-dire qu'on va parfois avoir des utilisateurs qui ont monté parfois une usine à gaz un petit peu, enfin des solutions très complexes dans Excel. Et souvent, quand on est face à la personne qui a créé ce super Excel avec 48 onglets, c'est un petit peu difficile de lui expliquer qu'il faut switcher vers une solution du marché basée sur des bonnes pratiques. Et c'est pour ça que on a les deux types vraiment de comportements. Donc il peut y avoir un peu de réticence ou alors au contraire beaucoup d'engouement d'une solution beaucoup plus puissante qui donne beaucoup plus de performance. Mais c'est pour ça que c'est très important quand même d'avoir une conduite du changement et puis des sponsors très impliqués, que ce soit la direction supply chain, voire la direction générale. Oui, tout à fait. Je partage ce que Nicolas a dit. Non, ça tombe bien. Vous voulez ajouter quelque chose Je pense que je rejoins Nicolas sur le fait que la conduite du changement, elle est importante et sans doute en amont du projet pour que au moment du projet, on puisse on va dire, aller vraiment en profondeur sur tous les sujets techniques. Si déjà on se pose la question de est-ce que mes utilisateurs ils vont bien vouloir quitter Excel, je pense que faut vraiment être à 100% dans le projet, dans la mise en place technique de cet outil-là, et donc le travail préparatoire de conduite du changement est vraiment important. Ouais. Nous, on a vraiment, en effet, fait le projet ensemble avec les utilisateurs. Donc, c'était en équipe qu'on est venu faire la sélection d'outils et qu'on est venu. Donc, forcément, ça a permis de préparer la transition. Et on avait des utilisateurs qui étaient déjà onboardés, donc qui étaient déjà prêts à changer. Et on était dans la situation que citait Nicolas. C'est vraiment, on était, nous,
sur des outils Excel qui étaient en train de se complexifier dans tous les sens, mais je pense qu'il y avait une conscience en interne aussi de la difficulté à venir charger les fichiers, les difficultés à venir les faire évoluer, et qu'à un moment donné, il fallait qu'on bascule sur une solution qui soit plus agile et ergonomique. Jérôme ? Une question à nouveau pour Colibri. Combien de personnes avez-vous au service R&D ? On a à peu près la moitié de nos effectifs qui travaillent dans la partie R&D, donc une vingtaine de personnes qui vont travailler sur des problématiques aussi bien algorithmiques, IA, on ne l'a pas abordé, mais voilà, l'IA est quand même un sujet on va en parler maintenant. On va vraiment travailler et sur les évolutions constantes que nos clients nous remontent. Voilà, donc, Vous appartenez, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, au groupe Visio. Il y a une collaboration avec les équipes R&D de votre groupe et des autres branches du groupe ? Alors, pas vraiment sur la R&D. En fait, on a créé une société à part entière parce qu'on ne gère pas une ESN experte multitechnologie comme on gère un éditeur de logiciels. Ce n'est pas les mêmes problématiques de marketing, de commerce, de R&D justement, ou de staffing. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé une société à part entière. Donc, la collaboration, elle est principalement sur les shared services, c'est-à-dire tout ce qui est ressources humaines, recrutement, comptabilité. Tout ce qui est les fonctions support, quoi. Toutes les fonctions support qui mine de rien, nous allègent et nous permettent de nous focaliser vraiment sur notre métier. Ok, est-ce qu'on a encore des questions Jérôme, plus de questions pour le moment. Alors justement, on parlait d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous penchez aujourd'hui et qu'est-ce que ça pourrait apporter à la solution demain ? Alors, c'est quelque chose sur lequel on se penchait déjà avant, en fait. C'est vrai qu'on a été peut-être de par le passé un peu réticent à sortir ce mot intelligence artificielle, à le matérialiser, mais c'est quelque chose sur lequel on travaillait déjà. C'est quelque chose sur lequel on va vraiment accélérer. Donc aujourd'hui, on a un vrai plan de transformation fort dans Colibri qui va s'axer autour de 3 grands piliers, en fait. Parce que pour nous, sur Colibri, on en a tous beaucoup entendu parler de l'IA. C'est parfois un peu nébuleux. Maintenant que la fumée est retombée, il y a 3 axes sur lesquels on va vouloir travailler. C'est tout ce qui va permettre d'apporter de la valeur ajoutée dans Colibri. Donc il y a 3 grands axes. Une partie algorithmie. J'en parle très rapidement, mais avec Lucas, par exemple, on va travailler sur tout ce qui est clusterisation, regroupement intelligent. Donc ça va être tout ce qui va être autour du regroupement, de la data. Donc ça, c'est des choses qu'on fait déjà aujourd'hui. L'amélioration des modèles mathématiques de prévision, Maëlle en a parlé, mais ça va être l'utilisation de variables exogènes. En un mot, très rapidement, mais le cas d'Islavelis est vraiment intéressant. On parle du Ramadan. Voilà, ça peut paraître simple, c'est une fête qui se décale, mais dans les faits, c'est plus complexe que ça parce que vous vendez en fait à des clients finaux. Donc c'est pas vraiment le Ramadan, c'est le Ramadan moins X semaines de mise en magasin. Il y a des contrats qui vont être un peu différents en fonction des circuits, donc il va falloir trouver les bons vecteurs. Donc c'est toute la phase d'algorithmie automatique qui va permettre d'ajouter des variables exogènes au calcul. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, ça va être tout ce qui va être assistant intelligent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on espère finaliser dans les quelques semaines qui viennent pour pouvoir le montrer. Mais tout ce qui va être aide à l'utilisateur, pilotage de l'application et analyse à valeur ajoutée avec des assistants intelligents intégrés dans la solution. Qu'est-ce que ça va vous apporter, vous pensez, des fonctionnalités supplémentaires, des clients supplémentaires ? Je pense que ça va vraiment faire gagner un temps considérable. On le mesure, on est au tout début de l'histoire, mais ça va nous permettre de donner à l'utilisateur l'accès à des analyses qu'il n'aurait jamais pu faire avant, récupérer des indices de l'INSEE automatiquement et calculer des corrélations. Ça, c'est quelque chose qui n'était absolument pas possible de faire dans Excel ou avec le temps imparti. Demain, c'est une réalité, c'est quelque chose que vous allez pouvoir demander en 10 secondes à votre assistant, donc avoir plus de précision. Je pense aussi que ça va permettre de travailler de manière beaucoup plus efficace, d'être capable de gérer un volume de données plus important avec les mêmes personnes, donc de réduire grandement le temps passé, et ça va permettre aussi de simplifier, même Nicolas en a parlé, de l'onboarding, l'accompagnement, la transition d'Excel à un autre outil. Demain, en fait, ça sera beaucoup plus simplifié puisque vous aurez l'aide d'un assistant pour faire cette transition. Donc on pense qu'on va y gagner sur tous les plans. Quand on parle de variables exogènes, on parle aussi des données météo, par exemple ? Par exemple, voilà, c'est la donnée qu'on a déjà fait les analyses météo-sensibilité justement avec des clients, donc on est assez bien placé pour en parler. C'est un peu le faux ami. Pour la même raison que j'ai mentionné juste avant, c'est que finalement, quand on vend des produits via la grande distribution, nos produits ont beau être météo-sensibles, en fait, on fait du sell-in, c'est-à-dire qu'on va vendre à Carrefour, qui derrière va faire des ventes au client final.
Et en fait, il y a tout un tas entre le sell-in et le sell-out je dirais de facteurs qui vont expliquer qu'il y a un décalage de vente. Donc, c'est assez compliqué. Mais la météo en est un bon exemple. Pour des clients qui ont des ventes sorties caisse, c'est très, très intéressant. Et la météo, elle n'est pas la même forcément dans le nord de France. Et c'est pour ça qu'il faut de la donnée et de la granularité il y a par région. Aussi tout ce qu'on va trouver sur Internet aussi, ça fait partie aussi des éléments que vous rentrez dans le... On va pouvoir regarder effectivement les indices de prix, les produits en promotion chez nos concurrents, par exemple. Donc, toutes ces informations-là sont des informations qu'on peut récupérer et utiliser dans les algos. Ouais. L'IA, c'est des choses qui vous parlent aussi, Ah oui, complètement. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que dit Mehdi. C'est vrai que nous, on cherche évidemment à expliquer de plus en plus en fait notre prévision. Quels sont les facteurs exogènes qui viennent impacter notre prévision. Comment on vient décorréler des facteurs dans l'historique aussi automatiquement. C'est des enjeux qui sont pas faciles, qui sont pas simples à traiter en tant que prévisionniste. Ouais, il y a des corrélations fallacieuses en plus. Exactement. L'enjeu de la météo, évidemment, Mehdi le citait aussi. Nous, on a une grosse partie de notre business. On a 40%, un peu plus de 40% de notre business qui est du sell-out. C'est cette partie du business sur lequel c'est évidemment beaucoup plus simple de mettre en place des solutions qui permettent d'avoir les bons facteurs de corrélation qui expliquent notre prévision à long terme. Sur la partie B2B, avec des stocks intermédiaires, forcément, c'est toujours un petit peu plus complexe. Mais le travail à la fois sur l'explication de ces facteurs exogènes, le travail aussi sur l'algorithmique qui permet de faire tourner différentes typologies d'algorithmes sur la prévision au passé, de pouvoir comparer automatiquement les MAPI, les forecast accuracy de ces algorithmes et de sélectionner le meilleur automatiquement aussi. Tout cet apport de l'IA est important parce que c'est tout un travail humain sur lequel on gagne du temps. Et nous, en tant qu'entreprise, PME, ETI, en tout cas, c'est aussi un enjeu de scalabilité, forcément, parce que ça nous permet d'investir sur déjà des équipes qui sont plus performantes, qui connaissent un peu mieux aussi ces sujets-là, et d'avoir une scalabilité sur l'organisation. Jérôme, je crois qu'on a encore des questions. Oui. Une autre question, effectivement. Quelle fourchette de budget faut-il prévoir pour mettre en place le module Vision, s'il vous plaît? Alors, combien ça coûte? Comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs arguments de prix. Ça va dépendre de façon à pouvoir avoir une solution qui est adaptée au TPE jusqu'au groupe. En fait, on a choisi des arguments de prix qui sont la volumétrie, le nombre d'utilisateurs. Il peut y avoir un certain panel de fonctionnalités. Mais globalement, pour une PME ou une ETI, on va être dans des ordres de prix entre 2 000 et 3 000 euros par mois. Pour une TPE, ça peut être beaucoup moins. Et puis pour un grand groupe, pour énormément de volumétrie ou de sites, ça peut être 2 fois plus. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un gros investissement au départ. C'est donc on est dans le cloud, donc c'est vraiment à l'usage, quoi. Et effectivement, à l'usage, on n'utilise pas le terme à l'usage et on ne price pas à l'usage parce que justement, c'est quelque chose sur lequel nos clients, notamment les DAF, sont pas à l'aise parce qu'il faut savoir budgéter. Donc si on est à l'usage, on ne sait pas faire un budget de combien ça va nous coûter. Donc nous, on est sur un engagement à l'année par rapport à une volumétrie et puis un nombre d'articles, un nombre de SKU et puis un nombre d'utilisateurs. D'accord. Si c'était à refaire, vous referiez tout pareil? Ou il y a des choses que vous auriez peut-être pris différemment? Oui, la partie, ce que je vous disais tout à l'heure, la partie data et préparation des données est sans doute, on va dire, la plus consommatrice de temps et on s'y serait pris, je pense, différemment. On a l'expérience, au moins, si jamais on va plus loin avec Colibri et notamment l'APS, on saura comment faire plus efficace la prochaine fois en tout cas. Ça, c'est la data, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Y compris quand on parle d'intelligence artificielle, on peut avoir les meilleurs algorithmes du monde. Si on n'a pas la bonne data, c'est... Tout à fait. Et c'est d'autant plus important quand on parle d'IA parce qu'il va falloir plus de données, plus de volume, plus de finesse, de granularité. Donc c'est d'autant plus important si on veut aller vers ces technologies-là. Et au-delà de la qualité de la donnée, puisque j'ai la chance d'avoir des équipes qui avaient déjà fiabilisé des données, c'est aussi les choix que l'on fait d'implémenter telle ou telle donnée dans l'outil. Et c'est une vraie réflexion parce qu'on peut mettre une infinie de données aujourd'hui dans l'outil, mais c'est
pour quel but et pourquoi je mettrais ça. Et puis après, il y a la structurer, parce que la façon dont elle est structurée dans notre ERP, la façon dont Colibri souhaite la recevoir, il peut y avoir un décalage. Et donc c'est là qu'on rentre dans du travail. Mais il y a une vraie réflexion autour de la data à avoir en amont. Lucas, pareil, même question. Si c'était à refaire. Je pense que le choix du cadencement du projet s'est bien passé et a été bon. Hein. On aurait effectué quasiment la même démarche de cadencement. Je partage évidemment le point sur la data. C'est un enjeu évidemment de structuration en amont qui est important, et un travail préparatoire qui est très important en amont. Mais la facilité d'accompagnement des équipes qu'on a eu aussi entre Colibri et nos équipes internes fait que le travail s'est plutôt très bien déroulé. Donc je pense qu'on l'aurait fait plutôt de la même manière en fait. Eh bien, merci beaucoup à vous pour ce témoignage. Merci bien entendu à Colibri pour avoir pris l'initiative de cette conférence autour de deux témoins passionnants. Merci aux deux témoins, justement, pour leur témoignage et leurs explications sur la mise en place de Colibri SNEP. Et merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur le plateau de Supply Chain Village. Merci.